Depuis 3 siècles, génération après génération, des centaines de millions d'ouvrières et d'ouvriers font tourner les machines de notre monde industriel. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Qu'ont-ils en commun? Qu'est-ce qui les sépare? L'histoire les a changés et ils ont changé l'histoire, transformé notre façon de penser et de vivre ensemble. Sans eux, ni voyage dans l'espace, ni suffrage universel. Mais quelle est leur place dans ce monde qu'ils ont créé? Évoquer quelques problèmes matériels. Quelques problèmes matériels, donc je voudrais évoquer quelques problèmes. La première chose à faire et à vous dire, c'est de ne pas oublier à la sortie de rallumer vos portables. Parce qu'on a souvent des perturbations dans le déroulement de la séance. La deuxième chose, c'est quelques informations sur le calendrier. Il y a dans le calendrier que nous avons publié, il y a hélas 2 erreurs qui d'ailleurs ont été rectifiées sur le site, sur les annonces faites par Internet. Mais dans le dépliant, ce n'est pas le mercredi 25 avril, mais le jeudi 25 avril. Et ce n'est pas le jeudi 18 mai, mais c'est le jeudi 16 mai. Voilà. Ces choses-là sont dites et bien dites. Je voudrais vous dire aussi que ce soir, donc, puisque c'est le thème de la soirée, nous proposons ici à Garibaldi une séance du séminaire des Amis de la Liberté avec comme sujet la formation de la classe ouvrière en Angleterre au XVIIIe siècle. Je précise que le film que vous allez voir ce soir est suivi de 3 autres épisodes qui couvrent tout le développement de la classe ouvrière de la fin du 19e au 20e siècle, jusque dans les années 2000. C'est un film qui a été projeté à Blois il y a 3 ans dans le cadre du festival du Journée de l'Histoire. Et alors c'est un film qui présente aussi en même temps que en dehors de son thème, qui présente le séminaire des Amis de la Liberté. Nous avions décidé il y a quelque temps déjà de faire en sorte que la première séance ou une des premières séances des rencontres soit axée sur le thème du séminaire. Le Covid passant, on n'a pas eu la possibilité de poursuivre la chose et on reprend cette année ce thème. Alors, peut-être connaissez-vous le séminaire, mais c'est une autre initiative d'éducation populaire et qui est proposée depuis 2016 sous la houlette d'André Tozel d'abord et de Daniel Amédro ensuite. Le séminaire, ce sont des conférences largement interactives à 2 voix depuis 2021 avec Hugues Lise. Ce soir, donc, vous aurez les 2 voix. Et c'est de l'éducation populaire et de la pensée critique, comme ici même avec les rencontres de la pensée. À quoi s'ajoute le souci de porter à la connaissance des auditeurs les résultats de la recherche, mais sans jamais tomber dans l'érudition. C'est-à-dire qu'on approfondit ce qui est parfois évoqué ici, dans le séminaire, de façon plus systématique, mais sans jamais tomber dans l'érudition et dans le vocabulaire un peu abscon. Hein. Voilà. Donc, c'est pas un cénacle d'intellectuels, ils le disent tout le temps, et au mauvais sens du terme, c'est-à-dire au sens où on distingue les intellectuels et les autres. C'est un groupe d'échange et de réflexion entre gens qui, à la manière de Gramsci, un des séminaires lui a été consacré, sont tous considérés comme des intellectuels d'une manière ou d'une autre. Nous vous invitons donc vivement à y participer. Cela se passe tout près d'ici, 18 rue Guizol, le mercredi, de 18h30 à 20h30. Voilà, j'ai présenté le séminaire et c'est une chose importante dans notre activité. Les thèmes étaient, depuis 2016, Marx, Gramsci, le néolibéralisme, etc. Et depuis 2022-2023, c'est les chemins de l'hégémonie. Voilà. Je cède maintenant la parole aux 2 intervenants ce soir. Daniel. Merci. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Donc,
Jean vient de le dire, la formation de la classe ouvrière en Angleterre au XVIIIe siècle. Il l'a aussi suggéré, nous avions l'ambition que cela vienne en tout premier lieu dans le séminaire pour que ça ouvre le séminaire, mais tout un tas d'événements nous en ont empêchés. Donc, sachez que la séance de ce soir, elle a été précédée à Guisol, dans le cadre du séminaire, de 3 conférences, et elle sera suivie de 3 autres conférences. Les conférences qui ont précédé, ce sont d'une part une conférence introductive au module travail, qui a été organisée au sein du séminaire. Ensuite, une conférence sur le travail comme fait humain, fait anthropologique. Et d'autre part, une conférence toute récente, le 31 janvier, sur le travail aliéné, vu à travers les manuscrits de 1844 de Karl Marx. Aujourd'hui donc, la formation de la classe ouvrière en Angleterre au XVIIIe. Le 14 février, donc la semaine prochaine, les formes actuelles du travail aliéné, donc ça ce sera différent. Le 31 janvier, le commentaire d'un texte de Marx. Là, le 14 février, nous serons, on va dire, dans la psychodynamique du travail ou dans la psychologie du travail, et nous regarderons les formes actuelles du travail aliéné. Le 13 mars, nous continuerons notre enquête sur le travail aliéné avec le travail aliéné, les cadres aussi. J'ai souhaité montrer qu'il n'y a pas que les ouvriers employés qui sont aliénés, les cadres le sont aussi, mais bien entendu sous des formes qui sont sensiblement différentes que pour les, comme on dit, personnels d'exécution. Et puis le 27 mars viendra une conférence conclusive du module travail, et après cela, eh bien, le séminaire se poursuivra. Il y a 20 conférences au total pour l'année 2023-2024. Là, vous voyez, je vous parle de 7 conférences, en particulier celle du module travail. Vous avez l'habitude, quand vous venez ici aux rencontres de la pensée critique, que les rencontres soient suivies par une trace vidéo. Aujourd'hui, ce sera le cas, mais seulement en ce qui concerne la partie débat, pas en ce qui concerne le documentaire. Nous n'avons pas voulu, bien entendu, filmer un document dont les droits sont réservés. Et par ailleurs, vous aurez aussi droit à une trace écrite. Et ça, c'est la tradition du séminaire. À ce propos, nous avons pensé qu'il serait bon de mettre le lien, lors du compte-rendu vidéo de la conférence, de mettre le lien qui vous permettra d'accéder au film par l'intermédiaire de ceux qui l'ont publié, c'est-à-dire Arte, je crois qu'il y a... Arte, il est passé sur Arte TV, le documentaire. Donc voilà, vous aurez donc une trace écrite qui est un dossier documentaire relatif aux sujets qui sont abordés dans ce documentaire. C'est un dossier d'une 40aine de pages avec 8 fiches et une bibliographie. Voilà, nous allons maintenant passer à la projection, après laquelle, comme d'habitude, nous répondrons à vos questions. Voilà, donc film documentaire de Stan Neumann. C'est un documentariste qui a l'habitude de travailler pour Arte TV. Ces 4 documentaires sont déjà passés sur Arte TV. Je crois que j'ai ici les thèmes
des épisodes suivants. L'épisode 2, c'est le temps des barricades, et ça parle de la France, de l'Allemagne et de la Belgique, de 1820 à 1890. Épisode 3, le temps à la chaîne, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Espagne, 1880-1935. Et épisode 4, le temps de la destruction, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Belgique, Italie, Pologne, Hongrie, 1936 à aujourd'hui. Voilà. J'ajoute avant que le débat ne commence que nous avons oublié tout à l'heure d'indiquer que Jean-Pierre Crémieux, qui n'est pas là, il sera là tout à l'heure, dans un certain temps. Il a été retenu à une réunion avec la mairie, donc il a dû évidemment lui accorder la priorité. Voilà, ça c'est fait. Alors, y a-t-il des réactions d'abord au film, et puis des questions et des leçons à tirer de ce spectacle? Avez-vous reconnu la voix? Bernard Lavilliers. Yes. Merci. Bon, ce film met en évidence la relation entre le capitalisme et la violence. Le capitalisme est basé sur la violence. Violence faite à la nature, violence faite aux hommes. Différentes formes de violence. Dans l'usine, c'est la répression pure et simple, et ceux qui manifestent, c'est encore pire. Dans les campagnes, le film montre très bien ce mouvement des enclosures qui a permis l'augmentation de la production de laine pour alimenter ces usines textiles, et ça s'est fait au prix de la violence, c'est-à-dire de l'élimination en douceur d'un monde paysan. Finalement, ça a été très bien montré que deux possibilités, soit aller travailler dans l'usine, soit être enfermé dans ces fameuses cours workhouse, et à terme partir pour les colonies, où d'ailleurs ils étaient victimes d'esclavage parce qu'on les exportait, c'était les patrons des plantations qui leur payaient le voyage et qui les gardaient comme esclaves pendant 5 ou 10 ans pour rembourser le prix du voyage. Alors, ce système-là a vidé les campagnes, alors je dis en douceur, c'est un euphémisme, disons qu'il n'y a pas eu rarement eu de violence directe, mais on les a mis dans des conditions telles qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Les maisons ont été détruites parce qu'en général ils étaient locataires. C'est le patron qui reprenait sa maison pour... C'était le droit de propriété. Le bien, la propriété, c'est un fondement même du capitalisme, et mieux protégé que l'homme. C'est d'ailleurs dans la Constitution française, dans les lois françaises aussi, c'est tout à fait le cas. Oui. Alors, le mouvement des enclosures dont tu parles, là, Stan Newman l'évoque pour le XVIIIe siècle. Mais ça a commencé bien avant. En Angleterre, le mouvement des enclosures commence d'abord tout doucement, dès le XVIe siècle. Dès le XVIe siècle, mais à l'époque, la société, le Parlement, la monarchie, l'ensemble des autorités le condamnent. Le mouvement des enclosures, au départ, il est condamné. Il n'empêche que les enclosures se font très tranquillement, entre guillemets, tout au long du XVIe siècle. Et elles vont connaître ces confiscations, elles vont connaître une accélération permanente tout au long du XVIIe et surtout au XVIIIe. Pourquoi surtout au XVIIIe? Parce que à un moment donné, le Parlement les accepte. Et donc là, ça devient un procédé légal et les patrons vont s'en donner. Enfin, nous sommes en Angleterre, les lords, la bourgeoisie va s'en donner à cœur joie. Autre réaction? Excuse-moi. Eh ben, je vais vers toi. Oui, à la suite de ce que dit Daniel Amédro, on voit très bien comment le débat d'aujourd'hui et depuis longtemps
se porte sur l'oppression politique et institutionnelle, alors qu'en fait la contrainte politique volontariste elle est très secondaire par rapport à un phénomène sans contrainte directe, mais en s'appuyant sur une logique, qui est la logique d'un fonctionnement d'un système économique et social qui est fondé sur l'exploitation. Je trouve que c'est très intéressant de voir aujourd'hui encore comment on débat sur les droits de l'homme, au sens politique, au sens des élections, au sens parlementaire, etc., mais presque jamais sur l'oppression sociale qui est non pas le résultat d'une volonté institutionnalisée, organisée, analysée, débattue, mais sur une oppression qui est d'une toute autre nature. Je trouve que c'est intéressant de voir comment le débat est déporté et comment il est insoluble, il ne sert absolument à rien. On voit très bien que le politique est le complémentaire du social et de l'économique. Oui, ça c'est tout à fait important, tout à fait important. Le débat depuis, je sais pas, 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, etc., il ne porte que sur les droits civils et politiques. Les droits sociaux sont totalement occultés. Et à nous, ça, quelque part, ça nous donne une indication stratégique. Hein, ça nous donne une indication stratégique. Puisqu'ils mettent le couvercle sur les droits sociaux, c'est à nous de retirer le couvercle et d'accorder la priorité des priorités aux droits sociaux à la démocratie dans l'entreprise. Par exemple, je suppose que tu penses à ça notamment. On a longuement parlé, et Alain Tiberti est revenu sur ce thème donc des enclosures. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de vous donner la lecture d'un texte de Karl Marx dans le Capital qui parle des enclosures. Le texte est assez long, mais vous allez voir, il est formidable. Dans l'histoire de l'accumulation initiale, les moments qui font époque sont tous les mouvements, les bouleversements qui servent de levier à la classe capitaliste en formation. Mais surtout, ce sont les moments où de grandes masses d'hommes ont brusquement et violemment été arrachés à leurs moyens de subsistance et jetés, prolétaires, hors la loi, sur le marché du travail. La base de tout ce processus, c'est l'expropriation hors de sa terre du producteur rural, du paysan. Son histoire prend des colorations différentes selon les pays et parcours de différentes phases, dans un ordre de succession différent, et à des époques historiques différentes. Elle n'a de forme classique qu'en Angleterre. Et c'est pour cette raison que nous prendrons ce pays comme exemple. Le prologue au bouleversement qui créa la base du mode de production capitaliste s'est joué dans le dernier tiers du XVe siècle et dans les premières décennies du XVIe siècle. Une masse de prolétaires, hors la loi, fut projetée sur le marché du travail, hors de toute protection de la loi, par la dissolution des suites féodales qui, comme le note justement Sir James Stuart, remplissaient partout, inutilement, les maisons et les contours, bien que le pouvoir royal, tout de même, produit du développement bourgeois. Lui-même, pour parvenir à la souveraineté absolue accélérée par la violence, la dissolution de ses suites. Il n'en fut nullement la cause unique. C'est au contraire le grand seigneur féodal, dans son opposition obstinée à la royauté et au Parlement, qui fait naître un prolétariat incomparablement plus important en chassant par la violence la paysannerie de la terre, sur laquelle elle avait en titre le même droit féodal que lui-même, et en usurpant ses terres communales.
En Angleterre, l'impulsion immédiate donnée à ce processus le fut notamment par le développement florissant des manufactures lainières des Flandres et la hausse corrélative des prix de la laine. Pillage des biens d'église, aliénation frauduleuse des domaines de l'État, vol de la propriété communale, transformation usurpatoire de la propriété féodale et de la propriété du clan en propriété privée moderne, mené à son terme avec un terrorisme impitoyable. Autant de méthodes idylliques de l'accumulation initiale. C'est par elles que furent conquis les champs pour l'agriculture capitaliste, que la terre fut incorporée au capital et que fut créé pour l'industrie des villes l'apport nécessaire en prolétariat exploitable à merci. Ce prolétariat, sans feu ni lieu, privé de toute protection juridique, chassé de son terroir par la dissolution des suites féodales et par des expropriations violentes et successives, ne pouvait en aucune manière être abordé par les manufactures naissantes aussi rapidement qu'il avait été engendré. En outre, ces hommes, brusquement arrachés au déroulement habituel de leur existence, ne pouvaient se faire aussi brusquement à la discipline de leur nouvel état. Ils se transformèrent massivement en mendiants, voleurs, vagabonds, partis par vocation. Mais le plus souvent, sous la pression des circonstances. D'où, à la fin du XVe et pendant tout le XVIe siècle, dans toute l'Europe occidentale, une législation draconienne et sanglante contre le vagabondage. Les pères de l'actuelle classe ouvrière ont commencé par être châtiés par la transformation qu'on leur avait imposée en pauvres et en vagabonds. La législation les traita en malfaiteurs de plein gré, alléguant qu'ils dépendaient de leur bon vouloir, qu'ils constituassent à travailler dans des conditions anciennes, alors que celles-ci n'existaient plus. Voilà le texte de Marx. Merci. Donc ça, c'est un texte que l'on trouve... Bravo à Marx. C'est un texte que l'on trouve dans le Capital, dans le livre 1 du Capital, chapitre 24, section 7, et c'est un texte du livre 1 qui a été publié en 1867. Je vous ai aussi proposé cette lecture de Hugues pour une autre raison, c'est pour vous donner une petite idée de la façon dont les conférences du séminaire se déroulent. Pour vous donner à voir que dans le séminaire, ce que nous faisons, c'est que je développe les thèses, les idées, etc., etc. Et Hugues lit l'ensemble des citations qui sont prévues dans le texte, dans la conférence. Et donc c'est une façon de procéder qui, je crois que je peux le dire devant les auditeurs habituels du séminaire, qui plaît beaucoup. À vous. Oui, moi je pense que aussi bien le documentaire que les interventions précédentes devraient nous ramener à notre triste réalité actuelle, dont la grande majorité de la population ne semble pas avoir conscience. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, et déjà depuis un certain temps, donc tous les acquis sociaux du XXe siècle sont en train d'être détruits au fur et à mesure. Et nous avons un système gouvernemental actuel qui fait du Parlement une chambre d'enregistrement. Donc la démocratie est gravement attaquée. Et donc évidemment ça nous renvoie à Marx,
C'est-à-dire que quand le capitalisme est en crise, il est à nouveau en crise, eh bien, il revient à un impérialisme extrêmement violent. Alors, c'est pas parce que la violence n'apparaît pas de la même manière que sur ces images qu'elle n'existe pas. La pauvreté, on voit la Fondation Abbé Pierre est intervenue, mais ça ne choque personne, et surtout pas le gouvernement, pour dire combien le nombre de pauvres à l'heure actuelle est un véritable scandale dans un pays richissime, avec des milliardaires, puisqu'on a la chance d'avoir un grand milliardaire qui est le premier milliardaire, je crois, mondial. Voilà, donc, conclusion, si on ne sort pas de ce capitalisme, eh bien, tout va recommencer, puisque le XXIe siècle est la destruction des acquis sociaux de l'après-guerre. Alors, je vais répondre, mais j'ai vu une, ou peut-être même deux questions. Au moins une et une deuxième là-bas. Oui, ce que l'on a vu dans le documentaire, tu as raison, ça pourrait paraître désuet, dépassé, mais ça ne l'est pas en réalité, même si les formes actuelles auxquelles nous assistons sont bien différentes, évidemment. Mais on peut faire une histoire du système économique, disons son nom, le capitalisme, qui enchaîne des phases successives de détérioration des conditions de travail des ouvriers. Là, nous sommes au XVIIIe siècle et ça se termine à la fin du XVIIIe. Vous avez vu qu'à un moment donné, le documentaire fait allusion à l'organisation scientifique du travail. La formule n'a pas été prononcée, mais c'est bien cette réalité qui a été décrite vers la fin, quand on a vu les ouvriers qui étaient à la chaîne, et qui étaient soumis au rythme des machines. L'organisation scientifique du travail, ça commence en 1880 avec Taylor. Et donc nous sommes en plein dans le siècle qui est décrit, dont il est question ici. Ça se poursuit avec le Fordisme, la Fordeté, et ça s'arrête un petit peu. Dans l'entre-deux-guerres et après la guerre, avec des modulations qui sont quand même importantes, puisque dans l'entre-deux-guerres, il y a la crise, bien entendu, qui représente un événement majeur, mais c'est surtout après la guerre que ça s'arrête un petit peu, parce que le système, après la guerre, ne veut pas offrir au peuple un visage rébarbatif. Pourquoi? Parce que le système est confronté à un panorama nouveau en 1945. Il y a l'URSS victorieuse. Wow. Qu'est-ce que ça va donner dans les hommes et les femmes de 1945? Les systèmes, les puissants de 1945 se demandent qu'est-ce que ça va donner dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Mystère et boule de gomme, personne ne sait. Nous connaissons la fin de l'histoire, mais en 1945, ils ne la connaissent pas. Donc il faut être prudent, et ça va faire naître une période particulière où il va y avoir des ouvertures pour des avancées sociales, etc. Ça n'a eu qu'un temps. Dès les années 80, vous le savez comme nous, eh bien, le retournement s'est fait. Disons, qui a incarné ce retournement? C'est Reagan et Thatcher. Hein? Et tant d'autres, bien sûr, tant d'autres. Nous y sommes encore. Et la détérioration des conditions de travail à laquelle nous assistons
aujourd'hui, nous allons l'évoquer dans les conférences à suivre, eh bien, elle s'inscrit dans cette logique-là. Bien entendu, on n'est plus dans ce type de situation, mais la logique profonde, elle est la même, bien sûr. Donc, voilà. Oui, moi je vais revenir un peu à l'agriculture, là, parce que la suite des enclosures, aujourd'hui, depuis 1945, on dira, ça a été le remembrement, qui sert à vider les campagnes et à mettre des gens, à les prolétariser, quoi. Enfin, je dirais un peu plus. Non qu'avant, dans les campagnes, on vivait bien, mais en même temps, il y aurait pu, avec le progrès technique, utiliser ce progrès technique pour améliorer la vie dans la vie agricole, quoi. Donc, ce qui n'a pas été fait, parce que, et ça continue, il y a une espèce de formation des latifundiaires avec ce qu'on vient de voir et ce qu'on vient de vivre avec les agriculteurs. C'est vraiment en plein cœur du travail, de ce que peut être le travail agricole, qui s'avère complètement nécessaire aujourd'hui, alors qu'on est en train de le détruire, quoi. Voilà. L'enjeu, en ce qui concerne le travail agricole, l'enjeu c'est que le prix de ce travail soit maintenu dans des limites acceptables pour le système économique. Imaginez que le produit du travail soit 50%, 20, 30, 40, 50% plus élevé. Donc les prix des produits agricoles que nous consommons tous les jours seraient plus élevés. Est-ce que ça n'aurait pas une conséquence particulière sur le prix de la force de travail des ouvriers, des employés, des travailleurs en général? Oui, bien sûr. Et donc là, le système ne veut pas de ça. Il n'en veut à aucun prix. Donc il faut, par des moyens divers et variés, il faut ce qui ne sont pas les mêmes au 19e, au 20e, au 21e siècle, et il faut, par des moyens divers et variés, maintenir le prix de la force de travail agricole dans des limites particulières, dans des limites serrées, pour que pour que l'impact sur le prix de la force de travail ou industrielle, tertiaire, industrielle, de la force de travail en général, ne soit pas lui-même augmenté dans des proportions qui seraient inacceptables pour les patrons. Donc nous avons cet enjeu. L'Europe, c'est en particulier une réponse à ce problème. La PAC, les subventions, etc., ça permet aux agriculteurs, je vais faire attention à ce que je vais dire, mais de s'en sortir à peu près. Ou peut-être ça permettait, faudrait-il que je dise. Là, moi les conditions, j'ai un agriculteur devant moi, donc il saurait peut-être mieux dire que moi. Mais ça permettait aux agriculteurs de s'en sortir à peu près. Je pense que depuis 50 ans, il y a eu quand même pas mal de périodes où ils s'en sont à peu près bien sortis. Mais la signification, elle est celle-là. Voilà. J'ai vu une autre question là. Oui, dans cet excellent film, juste une petite note sur la morale à un moment. Et donc, j'ai été étonné personnellement qu'il n'y a pas de lien avec la religion. Alors, je voulais savoir si quelqu'un avait envie de rebondir là-dessus, parce que, en dehors des considérations économiques et de l'évolution du capitalisme et tout ça, des choses qui me dépassent largement, mais moi j'y vois un peu toujours le combat entre le spirituel et le temporel. Oui.
c'est vrai que la religion n'est pas évoquée, et pourtant l'Église, historiquement, est aussi un lieu de travail très important. Je vous renvoie à l'ouvrage de Pierre Musso, qui est venu faire une conférence une fois ici, sur les médias, et qui a publié un ouvrage qui s'appelle « La religion industrielle », et qui décrit comment le capitalisme, en fait, s'est développé au sein des monastères, des établissements industriels, souvent des monastères d'ailleurs, hein, plus que de l'église au sens propre du terme, plutôt les monastères, et qui se sont retrouvés à un moment donné à la tête d'un véritable empire industriel, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle. Mais il y a une deuxième réponse qui me vient, c'est ce que peut dire Max Weber du rôle de la religion dans la naissance du capitalisme. Donc vous savez, c'est ce fameux bouquin, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, au début du XXe siècle. Et il explique que le rôle de la religion, protestante en particulier, n'est pas négligeable du tout. Le rapport à la religion, à Dieu des protestants, Dieu qui cible des personnes pour accomplir sur Terre un certain nombre de tâches, de missions, eh bien, c'est ça que nous explique Max Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Oui. Oui. Non, alors pour la religion, j'ai justement, je voudrais rebondir aussi sur l'agriculture, mais pour la religion, j'ai justement sous le nez la critique de la philosophie du droit de Hegel, 1843, où Marx précisément dit ce qu'il pense de la religion. La religion est le soupir, juste une petite citation, de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit de conditions sociales d'où l'esprit est exclu. Elle est l'opium du peuple, l'abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple et l'exigence que formule son bonheur réel. Voilà. Oui, alors il dit bien qu'il n'est pas question pour lui d'interdire les religions, parce qu'il pense que l'avènement du communisme les fera disparaître, n'est-ce pas, d'elles-mêmes. Alors, en ce qui concerne les agriculteurs, moi je voudrais juste faire remarquer que chez les agriculteurs, il y a toutes sortes d'agriculteurs. Je ne pense pas que monsieur fasse partie des grands agriculteurs. Voilà. Et ceux qui ont encore, dans ce système capitaliste, obtenu gain de cause, c'est bizarre, hein, ceux-là, on ne leur a pas envoyé les CRS, comme aux Gilets jaunes, ils n'ont pas été estropiés. Ce sont les grands agriculteurs, les industriels, etc., qui vont encore exploiter encore plus la terre, les pesticides. Il paraît que l'agriculture biologique n'est pas viable et ne pourrait pas nourrir tout le monde. Moi, j'ai demandé à quelqu'un de l'INRA qui m'a dit que c'était tout à fait possible, mais pas dans ce système capitaliste. C'est bizarre. Merci. Voilà, concernant la religion, je voulais simplement rappeler que la religion n'était pas une quantité négligeable pendant la période esclavagiste. La religion était de pair pour évangéliser les Noirs, puisque Dieu n'a pas pu créer une âme dans un corps aussi noir. Donc il fallait évangéliser, et quand ces gens-là refusaient, on voulait des fois tout un village, aussi bien en Afrique que dans les colonies. Et jusqu'à aujourd'hui, la religion mène encore son train, et en dehors, effectivement, comme l'opium du peuple, mais c'est un fléau qui continue encore de nos jours, en Amérique latine, en Afrique et dans les Caraïbes. Bien sûr, bien sûr.
Donc ça, il ne faut pas négliger le rôle de la religion. Henri Pénard-Ruiz, qui va bientôt venir. La prochaine fois. La prochaine fois. Eh bien, dans un de ses livres, il a établi un bilan de la religion au fil des siècles qui est évidemment pas très positif, hein, pas positif du tout. C'est dans un livre sur la laïcité. Je me permets d'intervenir, même si je dois faire circuler le micro, sur 2 points. Le premier sur l'agriculture, effectivement, pour conforter ce qui vient d'être dit, et sans vouloir faire un risque de polémique, le président de la FNSEA est très satisfait des accords. Il touche environ 175 000 € par an de subventions. Il a une propriété de 700 hectares, alors que la teneur moyenne des propriétés en France est de 69 hectares. Et parmi les gens qui ont 69 hectares et moins, les subventions, ils ne savent pas ce que c'est. En revanche, ils savent ce que c'est le glyphosate, ils savent ce que c'est les pesticides, ce que sont les pesticides, parce qu'ils sont obligés de les utiliser pour en vivre. Et je crois que c'est important de le savoir. Ça, c'est le premier point. Sur la religion, c'est comme pour les agriculteurs. Il y a de tout dans la religion. Moi, il se trouve que je suis régulièrement, je vais à Ventimille apporter aux migrants quelques subsides pour survivre. Et que dans ce contexte-là, il y a l'essentiel des dons qui sont faits, que je collecte, sont faits par le Secours catholique. Et à Ventimille, c'est la Caritas qui les occupe. Alors ça veut dire que, effectivement, au niveau là aussi de la hiérarchie catholique, c'est tout à fait ce que tu disais, mais qu'il y a aussi des gens qui essayent de vivre leur foi d'une autre façon, peut-être meilleure, hein, mais et il y a d'ailleurs eu le mouvement des frères Coupliers, la religion, le mouvement de la Renaissance en Amérique du Sud, l'Église... La théologie de la libération. La théologie de la libération qui a été étouffée, hein, bien sûr, à tous les sens du terme d'ailleurs, étouffée. Bien sûr. Donc là aussi, la nuance est nécessaire. Bien sûr. Cela dit, ça n'enlève rien à tout ce qui a été dit à propos du rôle de la religion dans l'oppression. Bien sûr, en France, nous avons eu le Concile Vatican II qui représentait quelque chose qui était en décalage avec ce qu'on a pu connaître au fil des siècles pour ce qui est de l'Église. Bon, mais ça n'a eu qu'un temps et puis c'est... Oui, elle est traversée par des conflits, elle aussi. Il y a des hauts et des bas, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres... Je voulais juste rajouter par rapport à la PAC, un des plus gros bénéficiaires de la PAC, c'est le prince de Monaco. Voilà, juste pour ajouter par rapport à la PAC, un des plus gros bénéficiaires des aides à la surface, c'est le premier pilier de la PAC, c'est le prince de Monaco. Voilà, il n'y a plus rien à dire là. Hein. J'ai pas osé le dire, mais ça a été révélé. Voilà. Alors pour rester dans l'esprit du séminaire, donc je donne quelques références bibliographiques. Pour ce qui est de la Grande-Bretagne, il y a une belle référence, c'est l'histoire du Royaume-Uni de Roland Marx. Là, j'ai un exemplaire qui date de la préhistoire, hein, chez Armand Collin, de Roland Marx. Mais je vous indique que cet ouvrage a fait l'objet d'une nouvelle édition révisée par un spécialiste de la Grande-Bretagne de l'Université de Bordeaux, qui est paru en 2004 en livre de poche chez Perrin, la collection Tempus. Et son intérêt, c'est qu'il n'est pas inutilement érudit, c'est un ouvrage qui essaie de faire comprendre les spécificités de la société anglaise par rapport à d'autres sociétés continentales.
Et c'est quand même intéressant de pouvoir bien mesurer comment, par exemple, les institutions démocratiques et politiques se sont développées bien différemment chez eux que chez nous. 2000 ans d'histoire en 140 pages, il fallait le faire, quelqu'un l'a fait, c'est Roger Godin, publié en 2001. C'est plutôt intéressant pour quelqu'un qui cherche des repères dans le long terme, pas pour quelqu'un qui cherche des précisions. Eric Hobsbawm, grand historien extrêmement renommé. Donc là, c'est l'ère des révolutions qui nous concerne, qui concerne le sujet que nous traitons aujourd'hui. L'ère des révolutions, 1789-1848. Et puis, Paul Béroc, Victoire et déboire, 3 volumes, là je n'en ai qu'un, mais 3 volumes, qui sont parus en 1997. C'est de l'histoire économique et sociale, ce n'est pas de l'histoire politique et institutionnelle, c'est l'histoire économique et sociale. Pour l'histoire politique et institutionnelle, évidemment, c'est plutôt Roland Marx. Vous trouverez dans le dossier d'accompagnement une bibliographie plus étendue. Oui, voilà, les Amis de la Liberté vont mettre sur le site le dossier, ainsi que l'enregistrement du débat. Donc vous trouverez ça sur le site. J'indique aussi que, toujours sur le site des ADL, quand vous y êtes, vous pouvez aller tout en bas à gauche pour trouver mon blog, et là vous trouverez les traces écrites des conférences précédentes, notamment une sur l'organisation scientifique du travail et une autre sur le Fordisme. Évidemment, il est à gauche, en bas. Ah bah, Bon, dans le documentaire que l'on vient de voir, un des protagonistes admire et s'inquiète, mais ça admire surtout la masse ouvrière à la sortie d'une usine, à la fin du siècle dernier, je crois. Le problème aujourd'hui, je ne veux pas démoraliser la salle, c'est que la structure sociale de la société a été complètement bouleversée et qu'à la place précisément de ces concentrations ouvrières qui représentaient une force politique, il y a aujourd'hui une implosion totale de toutes les catégories sociales, de tous les groupes, une individualisation extraordinaire du statut de chaque travailleur et en conséquence des difficultés immenses pour constituer des collectifs et des luttes collectives en conséquence. Et je crois qu'on est en train de chercher, d'essayer d'inventer de nouvelles formes d'organisation regroupant des gens qui ont des statuts très différents. Et c'est extrêmement compliqué, extrêmement difficile. On parle de conjonction des luttes, on n'en est pas là du tout. C'est tout le contraire même en ce moment. On a l'impression d'une dispersion extraordinaire, avec pourtant dans chaque petite micro-cellule des intérêts strictement communs, mais emballés et présentés et vécus surtout dans des formes tellement différentes que personne ne se reconnaît. Donc cette question, nous l'évoquerons dans le séminaire l'année prochaine. Nous ferons un module sur les classes et l'exploitation l'année prochaine, sans doute une demi-douzaine de conférences. Y a-t-il encore des questions? Oui. Moi, je pense que c'est extrêmement important ce qu'a évoqué monsieur, juste avant moi, et que justement, c'est la même, c'est l'ancienne de l'unité que préconise Marx, n'est-ce pas? C'est l'international, c'est l'unité des travailleurs, union des travailleurs dans un même combat. Voilà, c'est pour l'unité. C'est l'unité de tous les travailleurs. Bien sûr. L'obstacle auquel nous nous heurtons, c'est à l'idée nationale, qui
qui empêche ou qui freine, ou qui entrave plutôt, c'est ça le mot, qui entrave la convergence internationale des luttes. L'idée nationale n'est pas dans ce domaine. On voit bien le caractère pernicieux qu'elle peut avoir. On le voit pour d'autres raisons et sous un autre angle, bien sûr. Je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir, mais pour la question de l'unité de l'issue des luttes, eh bien, c'est un facteur entravant. Il y a une chose quand même, effectivement, on a du mal à rassembler, à manifester, hein, et on se dit, bah oui, comment ça se passe? Mais il se passe en Europe quelque chose d'extraordinaire, en Allemagne. En Allemagne, il y a eu plusieurs millions de personnes qui sont descendues dans la rue, pour lutter contre l'extrême droite qui est en train de gagner en Allemagne, mais qui recule. Et malheureusement, en France, on n'arrive pas encore à ça. Et j'espère qu'on arrivera aussi à le faire aussi bien que les Allemands. Y a-t-il encore des interventions? Eh bien, alors, si le combat cesse, nous combattons. Je vous remercie. N'oubliez pas notre petite collecte à la fin de chaque séance pour payer les choses, ainsi que la prochaine conférence, dont Daniel d'ailleurs a parlé, et qui est à point nommé avec ce qui vient d'être dit. C'est le 22 février, dans 15 jours. C'est Henri Pénard-Ruiz qui traitera du sujet « Comment combattre l'idéologie raciste ». Et c'est aussi dans le cadre de notre propos. Et la séance suivante concernera le projet du Conseil national de la résistance, les résultats de ce qui sont en train d'être détricotés avec un plaisir non dissimulé par un certain nombre de personnages. Voilà, bonne soirée, ce qu'il en reste, et à bientôt.